Je vous propose peut-être de commencer, donc de tous se mettre ensemble et pour un débat ouvert ou reprendre des questions. Il n'y a pas de problème, hein, mettez dans nos questions et réponses, n'hésitez pas à intervenir, donc peut-être dans la présentation qui vient d'avoir lieu là, et puis on va reprendre ensuite progrès, enfin, je veux dire, globalement. Peut-être donc François, tu peux te mettre, etc., en visite, et puis Madame Le Poder aussi, enfin, pas en visite, c'est pas grave, hein, voilà. Je vais peut-être poser qu'on engage la discussion, je vais peut-être poser une question qui va permettre aux participants de réfléchir à ce qu'ils vont noter, qui s'adresse à Madame Le Poder sur une question qui me travaille et c'est en termes de santé publique et ou de santé animale. Les décisions prises vis-à-vis de la filière bison, dont on peut imaginer qu'il pourrait exister dans d'autres domaines, hein, sur quoi s'appuyait-il en termes de santé publique? Est-ce que, en gros, pour appeler un chat, hein, est-ce que c'était une décision, notamment dans ce qui s'est passé au Danemark, hein, est-ce que c'était une décision très argumentée? Alors, il y a deux choses, hein, au Danemark, donc ils sont, que je sache, ils sont les seuls d'ailleurs à avoir décidé de supprimer l'élevage du vison, pour dire ça comme ça. En tout cas, de l'arrêter temporairement. C'est pas la décision qui a été prise dans les autres pays. Alors, il y a deux choses à voir, c'est que sur les élevages de visons, a été documenté en Hollande et au Danemark des transmissions ensuite zoonotiques, c'est-à-dire des travailleurs qui se sont contaminés par contact avec les visons infectés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu, sur les élevages de visons, il y a une espèce d'aller-retour, c'est-à-dire qu'initialement, il y a une introduction par l'homme. Ensuite, c'est le scénario qu'ils ont assez bien vu en Hollande, hein, il y a une propagation dans l'élevage ou dans les élevages, donc entre visons. Alors, c'est probablement la situation d'élevage et de promiscuité des animaux qui le favorise. Et ensuite, s'il n'y a pas de bonnes mesures de biosécurité, et elles ne sont pas forcément toujours faciles à toujours suivre, il peut y avoir contamination des travailleurs eux-mêmes. Et en Hollande, hein, ils montrent une prévalence de SARS-CoV-2 chez les travailleurs en élevage de visons qui est nettement supérieure à ce qu'il peut y avoir dans le reste de la population humaine. Donc, c'est ce qui a amené, alors en Hollande, c'est un abattage uniquement des élevages infectés. Et du coup, la Hollande aussi, alors c'était déjà programmé d'arrêter finalement l'élevage de visons en Hollande. Donc, ils ont, je dirais, accéléré cet arrêt. Donc, en fait, le risque, à partir de l'élevage de visons, c'est une recontamination à l'homme. C'est ça. Et après, le redémarrage éventuellement de foyer, parce que c'est toujours pareil, comme il y a pas mal d'infections asymptomatiques, y compris chez l'homme, et qu'elles ne se voient pas, etc., c'est le risque de redémarrer un foyer et une propagation. Donc voilà, c'est ce qui a motivé ces abattages d'élevage de visons infectés. Après, le vison, je pense, pour le SARS-CoV-2, est une espèce à part, j'ai l'impression. Tout ce qui nous remonte, c'est quand même c'est cette famille peut-être des mustélidés, et donc a priori, il n'y a que de l'élevage de visons avec cette famille des mustélidés. Voilà, c'est un animal qui multiplie très bien le SARS-CoV-2 en fait, et pour lequel il n'y a pas forcément de symptômes. Donc en plus, ça peut passer inaperçu. Donc ça aussi, du coup, ça rend compliqué la surveillance. Merci. Enfin, voilà, l'idée c'était ça, c'était de comprendre le processus qui avait été mis en place derrière avec sans doute d'autres éléments. Il y a des éléments de santé publique que l'on comprend parfaitement, de recontamination, etc. Voilà, mais c'est intéressant de comprendre ça parce qu'il y avait eu tout un ensemble de discours par rapport à l'arrêt de la production en elle-même pour cette production-là. Donc je vois que les questions commencent à arriver, mais moi j'en pose une compliquée comme ça va faire qui s'adresse aux trois ensembles de filières. Il y a eu des impacts forts sur les moments d'achat, hein, les moments d'achat dans l'année, etc. Et je me demandais dans quelle mesure, enfin, je m'interroge dans quelle mesure
ça a pu être tamponné, alors je m'explique, par des stocks ou pas de stocks. Alors pourquoi je donne cet exemple-là? C'est en fait, c'est la production, si on prend du bovin, si on prend de la volaille, etc. C'est la production, elle est en place, elle est poussée, elle se développe. Hein. Pour le porc, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a les animaux à un moment, si c'est pas consommé à un moment, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est une vraie problématique. Alors, donc, pour moi, ça me travaille beaucoup parce que ça a pu déstabiliser les marchés. Et Caroline, justement, tu faisais référence, et peut-être que tu peux reprendre ta réponse pour démarrer sur la filière veau de boucherie. Parce que le veau, il est plus un veau au bout d'un moment. Quoi, voilà. Et donc, peut-être que vous trois, vous pourriez intervenir pour vos filières. Merci. Bah, oui, sur la filière veau de boucherie, mais on l'a vu aussi sur les jeunes bovins. On a eu donc des sorties décalées d'animaux puisqu'on n'arrivait pas à les commercialiser. Donc voilà, il y avait trop de stock. Ils ont pris du retard à l'abattage et donc ils ont grossi. Et là, on est tout juste en train de réussir à résorber le surplus de veaux actuellement avec des poids moyens qui sont bien plus élevés que l'année dernière, mais qui restent dans la limite de l'acceptable. Et on a eu pareil en jeunes bovins où on est en train de résorber ce surstock. Mais il y a eu aussi des stocks de viande. Il y a eu une aide de la Commission européenne pour la viande bovine, alors pour certaines catégories de carcasses uniquement, une aide à la congélation qui a été finalement très peu utilisée parce que l'aide n'était pas non plus la panacée. Ça a été un petit peu utilisé par la Pologne, par l'Espagne, un petit peu par l'Irlande, mais sur des volumes très faibles. Et puis, il y a eu aussi des transferts de stock. Il y a des entreprises spécialisées dans dans la fourniture de la restauration, des gens comme Pomona, qui fournissent à la fois la restauration commerciale et collective, qui avaient des stocks très, très importants et qui ont réussi à replacer ces stocks chez les distributeurs, qui, eux, avaient des ventes en hausse. Donc voilà, on a plus ou moins joué comme ça, mais bon, on sait qu'il y a de la viande congelée quand même un peu partout en Europe, certainement un peu plus que l'année dernière. Mais on n'a aucun moyen de le savoir. Ouais, on ne le voit pas, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça va venir alourdir les marchés potentiellement, mais on ne sait pas trop comment. Voilà, potentiellement. François, peut-être Alors en fait, il y a sur la filière viande de volaille, il y a eu plusieurs phénomènes. Il faut bien garder en tête, c'est toujours une filière en flux tiré. Donc on ne produit que ce qu'on est capable de vendre normalement, sauf les Polonais en ce moment. Ce qu'il faut bien avoir en tête, les principaux impacts, ça a été en fait, il y a une interaction forte entre le débouché de consommation à domicile, enfin la GMS, et puis la restauration, ce qui permet d'assurer des équilibres matières. Pour faire simple, on vend le filet en grande distribution et puis on vend la cuisse en GMS. Et le confinement, ça a déséquilibré en fait cette valorisation de la carcasse. Ça a été un des effets. L'autre effet, c'est que face à la fermeture des marchés, certaines pièces, il y a eu de la production, comme le disait Caroline, il y a aussi du congelé en Europe. Sauf que le congelé, une fois que c'est congelé, ça se valorise plus en frais, en grande distribution. On décongèle pas de la viande pour la remettre en rayon. Donc c'est forcément de la viande qui, au mieux, sera valorisée en restauration à domicile. De cette viande mécaniquement. Et troisième illustration, c'est qu'on a eu des productions spécifiques en volaille, notamment, je pense, ce qu'on appelle le poulet lourd, qui est un gros poulet, qui sont produits spécifiquement pour la restauration et qui, au moment du premier confinement, on a dit aux éleveurs, stop, arrêtez tout, vous n'allez pas les amener jusqu'à 2,5 kg, vous allez faire du poulet tout venant à 1,8 kg. Et par contre, avec des vides sanitaires extrêmement longs, en fait, ça déséquilibrait aussi la rémunération des éleveurs. Donc voilà un peu comment ça a pu jouer. Et on a vu sur certaines filières aussi, je parle pour les œufs là pour terminer, des phases on va dire, de tension sur les appros, on peut dire qu'il y a eu des ruptures ponctuelles sur les œufs. En fait, c'était pas tant les œufs que notamment tout ce qui est en amont sur les emballages, entre autres. Et puis le fait que une poule, elle est gentille, mais une poule ne pond que 0,8 œufs par jour et elle va pas en pondre 2 parce qu'on en a besoin de plus. Voilà. Merci François. Peut-être Monsieur Le Gall pour donner un regard différent.
Oui, pour la filière des coquillages, eh bien, nos coquillages, on ne peut pas les congeler, on est obligé de les laisser en mer et donc à continuer à grossir, à continuer à croître. Alors si le décalage se fait de quelques mois, ça va, hein, on peut encore gérer, hein. Mais par contre, si on a décalage d'années, ça devient un vrai problème et la question était de voir s'il ne faudra pas à un moment détruire du stock. Et là, c'est quelque chose qui pour l'instant n'a jamais été fait, hein, mais la situation la pire pourrait être celle-là. Mais effectivement, à l'heure qu'on se parle, on ne sait pas. On n'a pas suffisamment de visibilité, hein, par rapport, à une année normale. C'est vrai que cette année, depuis 1 an, tout a été, complètement chamboulé au niveau de type de commercialisation et la manière de consommer, hein. Donc c'est pour ça que ça sera en même temps riche d'expériences, ce qu'on aura vécu parce que, on verra certaines nouvelles formes, peut-être des choses différentes qui vont ressortir de ce qu'on faisait. Je sais que déjà la première chose, nous, c'est qu'il faudra se sortir de Noël. C'est-à-dire qu'il faudra avoir des marchés sur l'année autres. Le mois d'août est déjà devenu le 2e mois et en matière de production de coquillages, on est plutôt sur des productions monoculture, c'est-à-dire que les gens qui font des huîtres font plutôt des huîtres, ceux qui font des moules font plutôt des moules. Et là, par contre, je pense qu'il va falloir qu'on se diversifie aussi en production en mer et notamment, je pense aux algues qu'on devrait pouvoir arriver à produire d'une manière plus importante en France, ce qu'ils font déjà dans bien d'autres pays, au niveau du monde. Je pense notamment aux pays asiatiques. On parle aussi des pecnidigués, alors ce sont les coquilles Saint-Jacques, hein. Là aussi, on en importe des centaines de milliers de tonnes tous les ans, donc je pense que ça aussi, on va peut-être essayer de recentrer les productions sur le national. Voilà. Merci. Je vous fais une question dans la suite de ma collègue Catherine Mariojous, qui suit avec attention votre présentation, et qui dit donc, et justement, elle dit, pour les entreprises spécialisées en restauration et les exportateurs, quelle possibilité à passer sur la vente au ménage? C'est un peu une des questions que vous posiez. Et quand on fait des ventes directes par les ostréiculteurs au ménage, est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires pour les professionnels en fait? Alors, évidemment, les professionnels doivent avoir des agréments sanitaires pour pouvoir le faire. C'est évident que quelqu'un qui n'en a pas ne peut pas se repositionner rapidement. Mais généralement, ceux qui font de la vente à l'export ou en restauration sont des entreprises qui sont agréées et qui peuvent déjà le faire. Pour eux, se réorienter en moins de 2 mois, c'est quasiment impossible. Donc la seule chose qu'ils ont, c'est de vendre leurs huîtres en gros, hein, c'est-à-dire vendre à d'autres professionnels, c'est-à-dire qu'ils divisent leur prix de vente par 2, en gros, pour schématiser. Et là, ça pose un vrai problème pour ces entreprises. Aujourd'hui, on n'a pas de solution, mis à part des aides, enfin, les entreprises ont la chance d'être sur la S1 bis, donc on peut avoir des aides, de l'État et on a mis une mesure européenne en place parce qu'on dépend aussi du FEAMP, hein. C'est le fonds, pour, la pêche et les affaires maritimes, donc c'est un peu l'équivalent du FEADER pour l'agriculture et donc dans ce cadre-là, il y aura une mesure qui pourra peut-être être mise en place. On est en train de voir si elle peut être, utilisée dans ce cadre-là, mais là, aujourd'hui, pour ces entreprises, on n'a pas de solution, malheureusement. Non, les pas de temps sont tellement courts que c'est C'est complexe. ça. Des entreprises alors, c'est vrai que nos entreprises sont des entreprises de type familial à 80-90. Ces entreprises arrivent à se réadapter assez facilement et assez rapidement. Les entreprises qui font de l'exportation, ce sont des entreprises qui sont beaucoup plus importantes en structuration. Ce sont des entreprises qui ont, au moins 20 à 30 salariés minimum. Ce qui fait que c'est difficile pour elles de pouvoir se réorganiser rapidement, hein, surtout comme une année, telle qu'on connaît, hein. Et c'est difficile aussi d'utiliser le chômage, partiel parce que ce sont des animaux. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas les nourrir ni les traire comme une vache, mais en même temps, on doit les intervenir en mer, on doit avoir un travail qui est quand même quotidien. Merci. Une petite question pour Caroline et puis on prendra des questions un peu plus générales qui sont annoncées par les collègues. Concernant donc sur le veau, une explication qu'on comprend. Et pour les agneaux, que s'est-il passé? Parce que c'est vrai qu'il y a eu
Est-ce qu'on a quelque chose de similaire, alors, sachant que le contexte n'est pas le même, hein? Alors, sur les agneaux, on a eu très peur, notamment parce que la période de Pâques, qui est une période où on valorise, où beaucoup d'agneaux sont vendus, est tombée pile pendant le confinement. Je crois que c'était le 20 avril ou quelque chose comme ça, 25 avril. Donc, une grosse peur pour Pâques. Et finalement, le marché s'est très bien tenu parce qu'en fait, sur la filière agneau, on est sur une filière qui est, où l'offre est de plus en plus restreinte et où finalement, on a eu une offre très réduite, que ce soit en France ou en Irlande ou au Royaume-Uni. Et voilà, l'offre continue de soutenir les prix. En fait, on a des prix, c'est du jamais vu en ce moment. Voilà. Donc, moins de production, mais des prix qui se sont très bien tenus, y compris à Pâques, où il y a eu des grosses peurs, quoi. Merci beaucoup. Oui, oui, il y a eu un fonctionnement collectif en fait qui a été assez intéressant. Une communication. Deux questions. Alors, des questions qui sortent un peu du cadre, mais qui sont à mon avis complètement dans le sujet, parce que finalement, la crise qu'on vit, c'est une crise, le Covid, ok, très bien, ou la Covid, ça dépend si on est Académie française ou pas, ça c'est pas grave, mais c'est un exemple en fait. Et il y a Monsieur Thiocourt qui pose la question qui me paraît très intéressante en disant, entre guillemets, hein, bon, la grippe aviaire fait dorénavant partie des risques connus avec des évolutions obligatoires de la filière palmipède, notamment de la filière palmipède. Peut-on imaginer un schéma similaire pour le Covid, non pas pour le risque sanitaire, mais pour une réorganisation des filières de production face à ces nouvelles pratiques? C'est-à-dire, en gros, voilà, est-ce que ça ne va pas réorganiser ces impacts j'essaie de m'exprimer correctement, ces impacts sanitaires qui nous tombent dessus, hein, qu'ils soient directement sur la production ou sur la jeu de consommation? Est-ce que ça va changer nos filières? Alors, on peut essayer sur l'aviculture, hein. C'est une question compliquée, hein, François. Ouais, j'ai plusieurs éléments de réflexion, hein, sans avoir apporté une réponse, mais en fait, bon, pour résumer, ça a été résumé, ça a été les entreprises qui étaient positionnées grande distribution s'en sont bien sorties ou pas trop mal sorties, et celles qui étaient positionnées restauration hors domicile s'en sont beaucoup moins bien sorties. Il se trouve qu'en fait, longtemps, une des faiblesses de la filière française et des abattoirs français notamment, ça a été d'être trop positionnés sur la GMS qui, incidemment, les a servis cette année. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit très clairement, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, il y a peu d'intervenants dans les transformateurs. Et aujourd'hui, ils sont à peu près, ou en tout cas, on voit d'être équilibrés entre les différents circuits. En fait, au sein de même groupe, on a plusieurs domaines d'activité. On n'a pas réellement d'entreprises extrêmement spécialisées, ou en tout cas parmi les principaux intervenants, qui sont sur un seul segment de marché, ce qui leur permet d'être un peu plus résistants face aux crises. Si on redescend d'un cran sur le maillon amont, les élevages aussi, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on parle de pintade, on parle de dinde, on parle de poulet. C'est qu'en fait, les élevages ne sont pas spécialisés, enfin, sont assez peu spécialisés. Il en existe, hein. Par exemple, un élevage de canard, c'est pas tout à fait la même chose qu'un élevage de dinde, mais on peut très bien mettre des dindes dans un élevage de poulet, de la pintade dans un élevage de poulet. C'est d'ailleurs ce qui se fait. Donc, en fait, finalement, c'est assez résistant à ce genre de réorganisation. Ceci dit, je partage aussi le sentiment, enfin j'aimerais y croire, sur ce sentiment d'un peu de recentrage de la consommation nationale sur le périmètre français, qui devrait notamment être aidé pour les filières viande de volaille par, espérons-le, une expérimentation sur l'affichage obligatoire en restauration de l'origine des produits, ce qui n'avait pas desservi en tout cas la viande bovine et ce qui pourrait servir la viande de volaille, en tout cas sur une certaine partie du marché. Merci, mais en fait, ce type de crise en fait, nous aide à penser ça, quoi. Ou à rendre possible des choses qui… On a toujours dit qu'il y avait des choses qui étaient impossibles à faire changer, en réalité, si. Voilà, on peut arriver à mettre en œuvre des nouveaux systèmes. J'avais peut-être une question alors un effet que je n'avais pas du tout vu et que donc j'ai vu dans l'exposé de Caroline, mais je voudrais savoir si pour François c'est vrai aussi, donc pour les différentes filières, et que vous pourrez parler pour le porc, hein, même si nous avons des collègues qui sont là et qui sont dans le porc.
La problématique des travailleurs détachés, c'est vraiment un fait acquis. Moi, je trouve ça assez remarquable, hein, parce que ça fait des années quand même qu'on se bat contre ce système allemand notamment, hein, qui était assez impressionnant. Donc, vous avez la confirmation, ça s'est validé dans les différents types d'abattoirs allemands? Oui, alors il y aura des dérogations. D'ailleurs, il y a un article des Échos qui est assez amusant de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui dit qu'il y aura des dérogations, notamment pour la saison des barbecues et puis à l'approche de Noël ou des choses comme ça et puis pour les entreprises artisanales, qui ont très peu de salariés. Bon. Donc, c'est une loi pour tout le monde qui s'applique à personne, quoi. Non, mais ce sera il y aura quand même un impact assez fort, je pense. Il reste des choses sacrées quand même en Allemagne. Le barbecue, on est torride. Et donc, vous avez entendu ça. Donc, Caroline, quand tu parles de ça, c'est pour toutes les filières, on est d'accord, enfin, tous les abattoirs. Oui, oui, c'est pour toute l'industrie de la viande, oui. Oui. D'accord. Et peut-être François nous dire sur la montée, donc finalement le repositionnement, ou plutôt la dynamique avicole polonaise, elle va se continuer finalement. Comment on peut envisager, quoi? Moi, je l'analyse de la manière suivante. C'est que aujourd'hui, enfin, ils ont investi, c'est une filière qui a investi récemment. Ils ont encore des traites sur le dos. Ils ont investi récemment dans des capacités de production. Ils sont exposés à entre 50% et 2/3 de leur production qui est exposée sur le marché européen. Et quand il dit exposé, on parle plutôt de circuits restauration en domicile, hein, essentiellement pour faire schématique. Et tout d'un coup, ils se sont retrouvés fermés, bloqués partout, partout avec des frigos, et même plus la capacité de remplir leurs frigos. C'était soit de brader, soit d'arrêter leur chaîne de production. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, du coup, ils sont moi je l'analyse comme une stratégie de fuite en avant et de produire pour amortir les coûts, quel qu'en soit le coût, justement, pour paraphraser une phrase récente. Ceci dit, c'est une stratégie qui a quand même ses limites, c'est-à-dire qu'à un moment, la trésorerie, elle se creuse et que le delta entre le prix de vente et puis le prix de revient, même s'il est écrasé, à un moment, elles vont se retrouver face à un mur et vont certainement se retrouver face à une restructuration extrêmement violente, peut-être au début de l'année prochaine, des filières polonaises, en tout cas un réajustement assez violent, puisqu'ils sont confrontés à 3 choses. En fait, c'est une filière qui est un peu moins organisée que la filière française, enfin un peu moins généralisée, c'est-à-dire qu'il reste des éleveurs en libre qui vendent, mais aussi qui va se retrouver en face d'une réorganisation assez forte de son secteur, face à des coûts, en plus des coûts de production qui augmentent fortement avec l'aspect matière première dont parlera peut-être Patrick. Merci, merci pour les réponses qui sont évidemment voilà, en état actuel des connaissances, hein. Je regardais dans les réponses, peut-être dans les questions posées. Alors voilà, ça c'est une question un peu difficile pour nous parce qu'en tour de table, on n'a pas. Mais c'est le fait qu'il y a peste porcine, arrête l'exportation en Chine des porcs et puis arrêt des travailleurs détachés. Est-ce que sur la filière porcine particulièrement, ça va bloquer? Alors je sais que normalement c'est plutôt Boris qui est aussi en ligne avec nous, Boris Duflot, qui pourrait répondre. Mais voilà, est-ce que vous voyez ça comme un vu de la filière avicole et des filières bovines? Est-ce que vous voyez ça comme un retrait un peu de la filière allemande encore? Je peux essayer de donner la main à Boris, hein. Oui, Boris peut peut-être répondre puisqu'il est connecté, mais moi je pense que sur le port, ça va jouer aussi. Enfin, la compétitivité, le différentiel de compétitivité va se résorber. On va essayer de trouver Boris. Boris, je peux me permettre de te donner la main si tu veux. Voilà. Ça y est. Merci Boris, vas-y, je t'en prie. Bonjour, vous m'entendez? C'est J'avais bien. pas voulu intervenir, mais bon, si vous voulez. Mes collègues François et Caroline connaissent ça aussi bien que moi. Mais bon, alors sur la peste porcine, oui, bon, il y a la fièvre porcine africaine ou la peste porcine africaine en Allemagne
et l'Allemagne ne peut plus exporter vers la Chine, vers le Japon, la Corée, enfin tous les marchés intéressants à l'export pays tiers. Et donc, ça fait plus de volume sur le marché européen. Donc, et ça va durer. Ça va durer et ça crée une pression négative sur les prix. Hein. On le voit, les prix sont assez faibles en ce moment, hein, les prix du porc. Et on pense qu'il y aura des ajustements structurels avec des baisses de cheptel et de production en Allemagne, mais aussi chez les fournisseurs de porcelets qui vont traditionnellement en Allemagne, c'est-à-dire au Danemark et aux Pays-Bas. Donc des baisses de cheptel assez fortes dans ces pays dans les prochaines années. Et alors, sur l'impact sur la production française, il est un petit peu indirect. C'est-à-dire que comme il y a une baisse des prix, c'est pas positif pour la production française. Il y a une certaine la perméabilité, disons, de la France au port allemand, elle est modérée, elle existe, mais elle est de plus en plus faible, liée au renforcement de l'attention du consommateur pour l'origine France et aux démarches interprofessionnelles sur le port français et d'étiquetage, etc. Et une démarche de type étiquetage en RHF, comme François l'a mentionné, ce serait aussi positif pour le port, même si le port est beaucoup moins présent dans la RHF que le bœuf et la volaille. C'est-à-dire que nous, on estime que la part de la consommation de porc par hors domicile, c'est seulement 15%. Donc le porc a plutôt tiré bien son épingle du jeu du report de la consommation vers le à domicile depuis avec les divers confinements. Voilà. Mais ce qui menace maintenant, c'est vraiment cette fièvre porcine africaine et le fait qu'elle arrive en France un jour ou l'autre. Espérons le plus tard possible, mais c'est fort probable qu'elle arrive un jour en France. Merci beaucoup, Boris. Désolé de t'avoir pris au débeauté, mais comme voilà, tu es là. Il me reste, j'ai deux questions assez orthogonales, mais n'hésitez pas encore à poser une ou deux questions, mais j'en ai deux. Alors, j'en ai une qui me semble un peu bizarre si je vous la pose, mais elle vaut pour vous trois, et puis après, il y en aura une qui vaudra pour vous quatre. Alors, pour vous trois, c'est de dire, ben voilà, en fait, on a parlé du produit, on a parlé voilà, on a fait du porc, on a fait des moules, voilà, très bien, parfait. Maintenant, moi, j'aimerais avoir votre ressenti, si vous l'avez, sur la façon dont les éleveurs, et donc y compris bien sûr les producteurs de moules et d'huîtres, comment ça s'est passé pour eux? Est-ce qu'il y a eu de la sidération? Est-ce qu'il y a eu de la réorganisation? Et qu'est-ce que à quoi ça ouvre? Alors, on peut peut-être démarrer par Monsieur Le Gall, et puis ensuite, voilà. C'est une question un peu bizarre, mais elle me semble importante vis-à-vis c'est des producteurs avant tout, quoi. Alors, pour les producteurs de coquillages, effectivement, c'est de l'anxiété. Il y a eu surtout de l'anxiété, en fin de compte, à travers cette année qui, comme je vous l'ai dit, a très mal commencé dès le début 2020. D'ailleurs, on est tous en train de souhaiter de passer à 2021 parce que franchement, on se souviendra pas, enfin, on essaiera d'oublier le plus vite 2020 en tout cas. Et donc, mais enfin, les producteurs n'ont pas le choix. C'est-à-dire que ou ils vendent ou ils vendent pas. Donc, c'est l'entreprise qui est en jeu. Donc, à partir de là, les gens essayent de toute manière de s'adapter. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que la fragilité, c'est qu'on est souvent sur des monocultures. Et c'est pour ça que déjà, enfin, je sais que c'est pas nouveau, mais je pense que cette année 2020 va accélérer les choses pour se réorienter sur une diversification des productions. Ensuite, sur la diversification des types de commercialisation aussi. C'est-à-dire que trop dépendant des fêtes de Noël. Alors, cette année, on a effectivement des problématiques de Covid, mais les années passées, on a eu des gilets jaunes. On peut très bien avoir de la neige, on peut très bien avoir un ouragan. Enfin, on peut tout avoir. Donc, c'est toujours risqué à partir du moment qu'on est sur une période de fête. Mais ça, c'est la même chose, j'imagine, pour d'autres filières comme le champagne et le foie gras. Mais en même temps, les professionnels, évidemment, ne baissent pas les bras et sont plutôt combatifs et essayent justement de se modifier. Je pense que tout ce que je vous dis, j'aurais aucune difficulté à le faire passer en début d'année 2021. C'est-à-dire que là, on voit bien que cette fois-ci, il faut qu'on arrive à trouver des modifications. Déjà là, ce qu'on a fait dans l'urgence, comme on sait que les gens vont être que 6
Eh ben, tout simplement, on a diminué le conditionnement. Vous aurez qu'à regarder dans tous les supermarchés en ce moment, les huîtres sont conditionnées entre 12 et 36 pièces. Donc ça, c'était la réponse la plus rapide qu'on a pu donner. C'était du concret. Pareil, on a demandé aussi aux grands distributeurs de pouvoir mettre des chapiteaux sur leur parking de manière à ce que tout le monde n'ait pas besoin de rentrer dans le magasin. Parce que là aussi, il faut éviter qu'on soit trop proches les uns des autres. Enfin, vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qu'on a essayé de faire pour s'adapter. Et il y aura forcément enfin, cette année 2020 sera le début de grands changements, j'en suis persuadé, pour tout le monde. dont en premier lieu les producteurs. Donc, du Mm. coup, peut-être Caroline et François, peut-être des éléments aussi de ressenti par rapport à ça. Bah, Alors, c'est pas facile, hein, parce qu'après, ça veut dire, voilà. non, pour les producteurs, ça dépend des producteurs, on va dire. Ceux qui sont en vente directe et en circuit court, eux, ils se sont sentis extrêmement valorisés. On avait besoin d'eux, la demande explosait pour leurs produits, mais ils se sont sentis aussi un peu débordés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas prévu d'accueillir autant de monde ou de fournir autant de viande. Et puis, il a fallu organiser les choses avec tous les gestes barrières, etc. Donc, c'est voilà, une période extrêmement chargée, on va dire, pour eux. Après, ceux qui étaient en filière longue, ça a été peut-être un peu plus difficile avec une baisse de prix pour beaucoup de produits et, du coup, des incompréhensions entre les différents maillons de la filière et des tensions encore actuellement. Mais quand même, globalement, tous sont fiers de cette hausse de la demande pour la viande française, on va dire. Et ça, il y avait une question, je crois, posée par Boris dans le chat, qu'est-ce qui va rester de tous ces changements, bouleversements de circuit de commercialisation? À la limite, moi, j'ai l'impression que dès que les restaurants vont ouvrir, les Français vont être contents de pouvoir retourner au restaurant. On voit d'ailleurs sur les fast-food, McDo a déjà vu une hausse de ses ventes rien qu'avec la réouverture des commerces non essentiels. C'est-à-dire que les gens ont commencé à se redéplacer pour aller dans les magasins et bien du coup, ils se sont retournés au fast-food alors pour prendre à emporter. Mais bon, on retrouve quand même les vieilles dynamiques. Mais s'il y a quelque chose qui va rester, peut-être ce sera cette demande pour l'origine France. Voilà. Merci. François, peut-être un mot, et puis après, je passerai sur la dernière question. Je suis toujours un peu gêné pour parler à la place des producteurs. Je ne sais pas si je suis le mieux placé. Non, en fait, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu vraiment au tout début, quand il y a eu le premier confinement autour de mars, c'était vraiment des problèmes extrêmement concrets de gestion du quotidien, un peu comme un coup de pied dans la fourmilière, mais au reflet de la société française, c'est-à-dire c'est comment est-ce que mes équipes de ramassage vont sortir les volailles de mon poulailler parce qu'elles sont prêtes, elles peuvent plus attendre, et il faut qu'il soit 2-4 dans la voiture. Enfin, pour vous donner une illustration des cas extrêmement concrets, plein de choses à gérer au quotidien. Et puis en fait, donc c'est passé le confinement, et puis on va dire tant bien que mal, avec des soucis ponctuels et qui venaient le moment d'évaluation, on va dire un peu des pertes et des impacts, jusqu'où on atterrirait. Et puis entre les deux, en fait, comme les filières avicoles sont des filières qui vont très vite, et c'est pour ça que j'ai présenté l'histoire de la transition, parce qu'en fait, au niveau national, ce qui occupe les discussions, en fait, c'est plus l'impact de la Covid qui a bouleversé, mais qui finalement pas tant que ça, finalement. Et c'est plutôt les évaluations pour le futur, c'est ce qu'on demande aux filières, c'est-à-dire une production toujours moins intensive, mais pour remplacer, mais au même prix que les productions standards intensives passées, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt la transition qui occupe, à mon sens, les débats. Merci. Alors, j'ai une question à poser pour clore un peu, une question qui est un peu en dehors pas en dehors, vous allez voir. On en a parlé d'une crise aujourd'hui, hein, parce que c'est la crise du Covid, qui est une crise qui officiellement touche pas les animaux. On l'a vu, c'est présent un peu chez les animaux, mais c'est pas la question en fait. Mais en fait, on va être soumis à des crises comme ça qui vont nous arriver les unes derrière les autres. Et puis, il y a un exemple qui nous arrive le 1er janvier, qui est une crise moi j'appelle ça une crise, hein, c'est le Brexit. Donc ça, c'est une question qui a été posée. Et j'aimerais l'avis de vous quatre. Alors, on a malheureusement que 5 minutes, mais
l'avis de vous quatre, en commençant par Madame Le Poder. Est-ce que cette crise est un problème sanitaire? Parce que derrière, il y a aussi des transferts de produits et ça va beaucoup bloquer là-dessus. Et puis peut-être chacun pour vos filières dire en un mot, est-ce que c'est une crise avec des dangers et des opportunités? Voilà, pour donner un exemple, parce que des crises, on va en avoir les unes derrière les autres. Donc peut-être Madame Le Poder, et puis je dois juste dire qu'après, je conclurai en une seconde, et il y aura un petit sondage qu'on vous projettera pour que vous puissiez donner votre avis sur la matière. Voilà. Mais donc cette question sur le Brexit qui a été posée par vous, en fait, hein, par des personnes présentes, et puis voir comment. Donc Madame Le Poder, peut-être? Ah, je ne sais pas, mais votre micro n'est pas allumé. Alors, si, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon maintenant. Voilà. Ça y est, c'est bon. Parfait. Bon, alors, sur l'impact du Brexit, alors moi, je suis virologiste, hein, donc je suis pas. C'est sûr que ça va probablement pas. Enfin, en tout cas, il va falloir bien s'accorder sur les tests, etc., et sur les échanges d'animaux et sur les mesures sanitaires qui vont être mises en œuvre. Donc, je pense que là, du coup, ça va. Alors, je pense qu'il y avait déjà une certaine habitude de travail, hein, forcément, avec le Royaume-Uni. Donc, ça peut quand même rechanger ses habitudes, et il peut y avoir de part et d'autre, en fait, des exigences un peu différentes. Et ça, il va falloir sûrement le prendre en compte. Donc, ça, c'est sur les certifications sanitaires de ce que va exiger le Royaume-Uni ou ce que va exiger l'Union européenne pour les échanges des animaux dans les deux sens. Je pense que là, il va falloir se remettre d'accord sur les certifications sanitaires. Et là, ça va être pour toutes les maladies que vous pouvez imaginer, virales ou autres, réglementées. Oui, d'ailleurs, c'est de l'histoire, mais c'est vrai qu'à l'époque de l'ESB, il y a notamment eu, c'était le grand marché, au moment où il n'y a pas eu de réglementation de transfert de certaines matières, et ça a posé problème. C'était en 93, donc ça date un peu. Peut-être Monsieur Le Gall, pour dire un mot sur le Brexit. Oui, alors nous, la filière coquillage de production n'est peu impactée parce que les anglo-saxons ne sont pas du tout de consommateurs de coquillage. Ils n'aiment pas ça du tout. Donc, par contre, la filière pêche va être très impactée parce qu'on pêche dans leurs eaux. Là, par contre, ça va être un gros problème pour la filière pêche. Mais pour nous, la filière production de coquillage, la seule problématique, c'est que faut savoir que l'Irlande est devenue le deuxième pays de développement de la filière des coquillages. C'est-à-dire qu'en France, comme on arrive peu ou pas à créer des nouvelles zones de concession de culture marine, principalement pour des problèmes de règles environnementales, ce qui est toujours un peu surpris de ça, parce qu'on est plutôt très lié avec l'environnement, on capte le carbone, enfin bon, je passe tous les détails que les coquillages peuvent apporter et les algues, mais c'est des problèmes de transport entre l'Irlande et la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passait par l'Angleterre, et donc on est en train de voir à ce que, par exemple, notamment la Brittany Ferry transite directement Irlande-France. Je pense que ça va se mettre en place. Merci. Caroline ou François, mais en un mot, puisque malheureusement, on a. Sinon, Oui, alors sur la viande bovine, le Brexit, c'est déjà un sujet depuis l'annonce du Brexit, c'est-à-dire depuis juillet 2016, et les Irlandais qui envoient plus de 50% de leur viande au Royaume-Uni cherchent déjà de nouveaux débouchés depuis cette époque sur l'Europe continentale, donc France, Italie, Allemagne, et sur les pays tiers. Et donc, ils ont déjà commencé à développer leur vente sur l'Europe continentale. Pour la viande de volaille, c'est également un sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup la Pologne, notamment encore elle, et les Pays-Bas exportent beaucoup vers le Royaume-Uni, volume qui risque de se retrouver sur un marché européen réduit. Pour mémoire, les Britanniques, c'est 15% de la population européenne, mais à peu près 20% du marché de la viande de volaille. Donc, ils sont nettement surconsommateurs. Marché qui risque de fermer. D'ailleurs, on a vu les premières baisses d'échanges bilatéraux entre 25 et 30% cette année, déjà. Par rapport à 2019. Et par contre, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'Écosse notamment, enfin le Royaume-Uni, l'Écosse principalement, en fait, est grande pourvoyeuse de génétique avicole, base de toutes les productions sur le continent. Voilà. Donc c'est un peu gênant quand un maillon de la production peut être bloqué, en tout cas.
Merci. Voilà, c'était juste pour illustrer par une crise. Enfin, oui, c'est une crise, hein, au même titre qu'une crise sanitaire sur l'homme, évidemment. Donc, merci. Moi, je tiens beaucoup à vous remercier tous les intervenants et les collègues et les participants hein, pour les questions. Voilà, on est toujours frustré par le temps, mais il n'est pas question de faire plus long parce qu'on sait qu'on se fatigue quand même. Hein, des webinaires, on en fait des wagons citernes. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous. On fait une pause et on fait plus que vous inviter à nous retrouver cet après-midi. Alors, à 14 h, on ouvrira un peu avant, hein, comme on a fait. Et puis là, il y a un sondage apparemment. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je suis sûr que ça fonctionne bien. Voilà, un sondage qui va être projeté. Oh, bah, c'est parfait. Voilà, merci en tout cas.